fait, dans ces robots, il y a ce que vous avez peut-être pu voir avec Antoine Zimmerman, qui est du raisonnement, où on va pouvoir prendre, à partir des informations, on va pouvoir déduire de nouvelles informations et ensuite prendre des décisions. C'est ce qui se passe dans chacun de ces robots, en fait. Chacun de ces robots est capable de prendre des décisions, chacun de son côté, en fonction des informations qu'il peut percevoir. Et donc nous, ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est on a différents systèmes intelligents qui prennent des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour les coordonner? Est-ce que vous avez des idées dans la vie courante de situations où on aurait besoin de pouvoir avoir des robots qui se coordonnent? Par exemple pour les aspirateurs robots, ils doivent regarder leurs environnements et agir en conséquence. Si tu en as plusieurs dans la maison, ça peut être plus efficace qu'il y en a un qui aille nettoyer une pièce, que l'autre aille nettoyer l'autre pièce, que tous les deux ne sont pas tout à fait dans la même pièce, ou renettoient ce qu'un robot a déjà nettoyé. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres applications dans la maison ou en dehors de la maison? Les voitures autonomes. Oui. Il faut qu'elles puissent pouvoir rouler tout en sachant qu'il peut y avoir un vélo qui passe ou d'autres voitures qui roulent. D'accord, se coordonner justement, oui, pour éviter qu'il y ait des accidents. Où on peut envisager que ces voitures autonomes, ce sont une flotte de taxis. Et que les taxis, ils aillent chercher les passagers au bon endroit et qu'ils n'aillent pas tous au même endroit pour récupérer les passagers. Et si on imagine en dehors, pas sur Terre, mais peut-être ailleurs, on peut envisager d'avoir des robots qui vont faire de la collecte de minerais sur une autre planète, où les humains ne sont pas là, et puis à la limite, on peut essayer de les coordonner. D'accord ? Autre exemple, qui n'est pas des robots, mais par exemple, c'est l'application qu'on a dans l'équipe qu'on développe dans une maison intelligente, où vous avez différents objets qui vont contrôler les lumières, les lampes. Vous êtes dans la maison, vous êtes plusieurs utilisateurs, comment est-ce qu'on fait pour que cette maison-là s'adapte à ce que chacun des utilisateurs est en train de faire? Donc là, il faut nécessairement avoir de la coordination. L'application qu'on va vous présenter ici, elle est volontairement limitée, d'accord, en termes de coordination, parce que sinon ça prendrait beaucoup plus de temps, et puis ce serait peut-être moins illustratif. Donc ce qu'on va faire ici, dans ce cas de cet atelier, les deux robots prennent chacun des décisions sur se déplacer, d'accord, en ayant une perception limitée de leur environnement. Ils peuvent percevoir uniquement ce qu'il y a devant eux, une case devant eux, et ils vont devoir explorer un peu tout ça. Et puis on va faire deux tests, un test où ils ne communiquent pas entre eux, d'accord. Donc ces robots, on va avoir, ici vous avez des petites LED, en rouge c'est les obstacles, donc les obstacles on n'a pas le droit d'y aller. Les points verts c'est les buts auxquels ils doivent aller, donc ils doivent aller dans une case particulière. Et puis vous avez ces autres LED qui sont ici, qui vont permettre de nous, humains, de savoir si les robots sont passés là ou non. Donc quand ils ne communiquent pas, ils ne savent pas ce que l'autre a fait, ce qu'il a découvert comme partie de l'environnement. Quand ils communiquent, ils vont pouvoir savoir que l'autre a détecté des choses dans l'environnement et ils vont pouvoir en tenir compte pour se déplacer. Et on va voir l'intérêt de communiquer ou pas communiquer. Tout ce projet-là, c'est un projet que des élèves de l'école ont fait en dernière année, où donc on leur avait donné des cours sur l'Internet des objets, sur de l'intelligence artificielle, et ils ont intégré tout ça dans ce projet-là. Donc ils ont développé la table, ils ont développé les programmes sur les robots, ils ont développé cette petite application sur une tablette. D'accord? Donc ici, vous avez représenté cet environnement physique avec le haut qui est ici, le bas, voilà. Et donc on va commencer par définir des obstacles. Donc on va faire simple, on va mettre 3 obstacles. Donc je vous demande de choisir un obstacle, un deuxième, voilà, un troisième. Les robots, ils ont par défaut toujours le même comportement. Ils vont aller vers le haut, donc c'est le haut de la matrice que vous avez sur Android, et ça va correspondre à l'état ici. Donc ça c'est le haut, d'accord? Et ils vont aller, donc s'ils n'arrivent plus à aller en haut, ils vont aller à gauche. Donc en fonction de comment vous positionnez les robots et puis leur cible, bah, vous obtenez des résultats qui vont être différents. Alors, ce qu'on va faire maintenant, vous allez avoir sur la partie informatique, il y a un premier programme qui contrôle les décisions qui sont prises par les robots, d'accord? Et qui vont envoyer les ordres pour les robots qui sont des objets mécaniques qui vont se tourner, avancer, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, ce qui vous a été dit en introduction, c'est l'objectif, c'est de montrer ce qui se passe quand ils collaborent ou ils ne collaborent pas. D'accord? Donc, on a ajouté en fait une variable qui est donc ici, et qui, quand elle vaut faux, veut dire que les robots ne vont pas communiquer entre eux. D'accord? Ils sont tous connectés en Wi-Fi.
Mais là, ils savent qu'ils ne doivent pas collaborer, ils doivent uniquement faire avec les informations qu'ils ont de la table. La table, c'est un peu comme si vous aviez l'environnement, d'accord, qui vous dit là il y a ci, là il y a ça. Voilà. Et la table, elle va dire à un robot qu'il ne peut pas aller là parce qu'il y a déjà un autre robot. D'accord. Donc, j'ai lancé mes différents robots. Maintenant, ce que je vais lancer, c'est le contrôle de la table. Donc, et le contrôle de la table, en fait, voilà, il s'est mis en attente, il attend les informations. Et donc, une fois que c'est fait, je lance le fonctionnement de ma simulation. Donc là, il nous crée la matrice, d'accord, qui correspond à ce que vous avez demandé. Donc, il faut positionner les robots. Le premier robot, qui est le numéro 2, il est complètement en bas. Donc, le numéro 1 est complètement là-bas. Le deuxième est complètement à l'opposé, d'accord. Et le moins 1 correspond en fait aux obstacles. On va pouvoir suivre ce que voit chacun des robots en fait. Voilà. Donc le robot 3 il voit ça, le robot 2 il voit ça. D'accord. Et à chaque fois qu'il met un F, ça veut dire qu'il est passé là et qu'il sait qu'il n'y avait pas d'obstacle. Là il va détecter un obstacle. On a accéléré la vitesse des robots, donc là c'est la première exécution avec le robot. Vous voyez, l'obstacle il l'a vu. Donc là, il se déplace, au fur et à mesure qu'il se déplace, on voit l'environnement qui change, il passe de bleu, il était bleu à jaune, par où ils sont passés, d'accord. Et là, les robots, ne se voient qu'à partir du moment où ils veulent aller sur la même case. Enfin, ils veulent aller sur la case où il y a déjà un autre robot. Donc là, ils se déplacent de manière, en fonction de leur algorithme, chacun dans son coin, ils se débrouillent. Du coup, s'ils seraient coordonnés, ils sauraient s'il y aurait... Alors, de deux choses. Il connaîtrait l'espace qui a été observé par l'autre robot. Et en plus, quand le premier, là, il est déjà arrivé là, il lui aurait dit que c'était là qu'il devait aller. Et lui, il y serait allé directement. Voilà, le 2 a trouvé la cible. De cet atelier coordonné, communiqué. Voilà, donc là, vous avez vu le déplacement des différents robots. Hein. Ils ont été exhaustifs finalement, parce que chacun d'eux a tout exploré pratiquement. Quand on regarde, lui, il a tout exploré sauf ces deux-là. Donc là, nos robots vont communiquer. On va pouvoir relancer avec la partie communication. Communication qui va servir de base à la collaboration. Et on va voir si c'est plus rapide. Voilà. Vous voyez, il y a la grille qui se construit des deux côtés du robot. Donc là, ça veut dire que quand le robot il va devoir descendre, il aura déjà des informations sur la nature des cellules qui sont en bas. Voilà, ils avancent au fur et à mesure. Hein. Et on voit qu'ils ont tous les deux la même carte. Et le robot, il peut pas, par exemple, là, pour passer de ici à ici, il a dû s'arrêter. Et pour reprendre, il ne peut pas aller... Non, on lui a rendu les cases par case. Ah, ok. On les a pas matérialisées les cases, mais l'idée c'est qu'ils se déplacent sur un échiquier en fait. Donc le burger 1, il a trouvé normalement la destination du burger 3. Ah ouais, peut-être plus vite. Ah bah, donc c'est encore plus rapide que... Par contre, on n'aura pas vu le cas où ils envoient la position pour que le robot y aille directement. Ils ont quand même gagné en vitesse d'exploration. Et c'est fini. Ils ont tout trouvé, donc la démonstration s'arrête. Donc après, ils ne sont pas capables de calculer un itinéraire. Par contre, il a une direction. Il sait qu'il doit aller vers le haut ou à droite, par exemple. Donc il va toujours trouver les cellules sur lesquelles il doit aller à la prochaine étape en fonction de cette direction. En gros, ça veut dire que quand il aura fini son trajet, Ouais. eh ben, ce qu'il n'a pas exploré, il ne pourra pas. Si. Non. Imaginons que le robot il était là. D'accord. Ok. Et donc là, tout ça, c'est exploré. Ce qu'on a fait, donc là, encore une fois, c'est l'humain. Hein.
Il lui a dit, bah voilà, maintenant, tout autour de toi, tu connais, tu vas aller regarder un peu plus loin qu'autour de toi. Et donc, il va aller regarder autour de lui avec une distance de 1. Pourquoi? Parce qu'il perçoit ça, il perçoit ça, il perçoit ça, il perçoit ça. Par contre, il ne perçoit pas ça, il ne perçoit pas ça. Puisqu'on vous a remarqué que c'est uniquement horizontal ou vertical. D'accord? Donc, résultat, il va, si éventuellement ça, c'était, il ne connaissait pas, et ben, en fait, on lui aurait indiqué comme position libre celle-là, et il aurait eu comme règle d'aller en haut à droite. Voilà. Donc il se serait déplacé. Si tout ça c'est plein comme là actuellement, il va rechercher au niveau 1, il n'y a rien de libre, il va chercher au niveau 2, et ça va devenir sa destination. Donc il va choisir parmi ces 3-là une nouvelle destination. Donc ça va jusque là, après il va jusqu'à 4, 5. S'il perçoit, s'il n'y a plus rien, c'est qu'en fait c'est fini. Ce qu'on a fait là, c'est en fait nos robots, ils sont entre guillemets égoïstes, dans le sens où quand ils ont satisfait leur but, ils s'arrêtent. On aurait pu envisager qu'ils sont encore plus coopératifs, et qu'en fait, une fois qu'il a satisfait son but, il sait que globalement, il faut que l'autre aussi satisfasse son but. Il aurait pu continuer à explorer pour lui donner des informations. Et on aurait pu envisager, par exemple, on a des informations qui proviennent de la batterie, niveau de batterie. On pourrait très bien envisager qu'un robot sache quel est son niveau d'énergie et il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'énergie, donc il pourrait demander à l'autre d'explorer plus parce que l'autre a beaucoup plus d'énergie. En fait, on peut envisager plein de stratégies de coordination qui font qu'à chaque fois, on va augmenter le niveau de raisonnement qui va être mis en place pour pouvoir mieux se coordonner. Est-ce que ça vous intéresserait de vous lancer dans ce type d'activité? C'est déjà un peu. C'est déjà un peu. Oui. On est sur un projet d'un robot sur Mars. Ah bon? Je vais être Donc vous partez sur Mars quand? on a créé le robot pour qu'il évolue sur Mars. D'accord. Et c'est un robot. Ouais. Et on doit le programmer après, puisqu'on a comme vous une maquette, on a un parcours, et le robot il doit aller collecter des échantillons grâce à des capteurs. Et c'est quoi comme capteur? La couleur. D'accord. Il y aura une inducteur. Donc tout votre travail va consister à donner de l'intelligence au robot. Et donc ça c'est toute la difficulté après. Si on est sur l'aspect de construction, on choisit par exemple si on veut mettre des chaînes, des chenilles ou des roues. Ah oui, d'accord. C'est le même type de robot, sauf que les moteurs sont plus puissants, donc plus précis, mais plus chers, logiquement. Donc on peut avoir plus de précision sur le contrôle. Comme vous avez pu voir, des fois on lui demande de faire un 90 degrés, il fait 88, 89, et donc quand on en fait plusieurs, au bout d'un moment, vous avez vu, on est obligé de les repositionner à la main. Normalement avec celui-là, on ne va pas avoir ce souci-là, déjà. La batterie, après, c'est exactement la même, donc on ne va pas gagner en autonomie, même à l'inverse, on va sûrement en perdre un peu. Mais en plus, on a de nouveaux capteurs, c'est-à-dire que là, on n'a qu'un lidar, et là, il y a une caméra en plus. Donc lui, il peut voir, grâce à un lidar, c'est un laser, qui balaye sur 360 degrés. Donc il va faire, en gros, il donne 360 points. 360 points, tous les degrés, on a un point laser, et donc on sait s'il y a un objet à quelle distance il est. La caméra, ça permet de voir aussi ce que ça peut être. Donc imaginons, je vois un obstacle, enfin, je vois quelque chose avec le lidar, ben, je peux me mettre dans cette position. Imaginons, le lidar m'a dit, tiens, à 45 degrés, il y a quelque chose. Ben, je peux tourner le robot de 45 degrés et regarder. Et je peux voir, est-ce que c'est un obstacle, un mur, une personne, un autre robot, et je peux raisonner là-dessus après. Et pourquoi aussi on a pris celui-là, c'est qu'on a plus de place pour mettre plein d'autres capteurs. Donc on va rajouter des capteurs, des micros, des haut-parleurs, des capteurs d'humidité, de lumière, etc. Et après on va voir, par exemple, si on met des capteurs de lumière, on pourrait faire une carte de l'espace. Est-ce qu'il y a des endroits plus lumineux que d'autres dans la pièce? Donc on va pouvoir construire un certain nombre d'informations supplémentaires sur l'environnement dans lequel le robot évolue. Par exemple, l'aspect artificiel, c'est quand il y aura un obstacle, c'est le robot qui va choisir s'il faut tourner à droite, à gauche, derrière. Dans ce cas-là, oui, la décision elle est au niveau du robot en général. Donc quand il utilise son lidar, s'il voit quelque chose, il peut décider de continuer, il peut décider d'éviter par la gauche, par la droite, mais qui a implémenté finalement le code d'aller à gauche ou à droite, ça reste un humain, qui lui a dit à un moment donné, si tu vois un obstacle, alors tu vas à gauche ou tu vas à droite, ou demi-tour. Alors que là, nous, en fait, on s'appuie sur un kit qui est vendu dans le commerce, vous pouvez acheter, qui justement a nous pour avantage, parce qu'on n'est pas roboticien, de nous concentrer uniquement sur la partie informatique, la partie collaboration. Et l'intérêt qu'il y a à avoir de multiples robots par rapport à ce que vous faites, c'est qu'en fait, on va avoir des robots qui sont plus simples, mais qui vont être beaucoup plus fragiles par contre. Donc après, en fonction des situations, on va aller chercher plutôt des robots plus sophistiqués, capables de se débrouiller parce qu'ils sont vachement intelligents, ou en mettre plein de petits qui sont beaucoup plus bêtes, mais sur lesquels, par exemple, si lui tombe en panne, bah lui, ça n'empêche pas de continuer à travailler, quoi.
Et par contre, pris individuellement, ils ne savent pas faire grand-chose, quoi. Donc c'est des approches qui sont différentes et qui répondent en fait à des problèmes différents. Vous avez des idées de ce type de phénomène, où on a des comportements individuels qui sont très très simples, et globalement on a des comportements collectifs qui sont très intelligents. Vous avez jamais regardé une fourmilière ou des abeilles? Alors on ne sait pas si elles sont intelligentes ou pas, hein, ça, mais globalement on peut construire des modèles très très simples du comportement de ces entités, et on se rend compte qu'en fait c'est au travers de leurs interactions collectives au travers de l'environnement qu'il y a des comportements que nous on juge intelligents qui se mettent en place. D'accord? On se rend compte qu'il y a une sorte de répartition des tâches dans une ruche, alors qu'en fait il n'y a rien qui nous prouve qu'il y a une véritable répartition explicite et volontaire des abeilles. Mais c'est au travers de leur coopération. On part de la bêtise individuelle pour construire de l'intelligence collective. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des comportements intelligents qui peuvent se mettre en place rien qu'en coopérant. C'est le message global de cet atelier, communiquer.